Bonsoir, monsieur Asselineau. Que pensez-vous du nouveau Premier ministre britannique Boris Johnson? Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Je suis heureux de vous retrouver à cet entretien que, comme je l'avais annoncé, je vais essayer de maintenir tous les 15 jours pendant la période estivale pour vous donner le maximum d'informations sur l'actualité. Alors là, quelle actualité? C'est une actualité tout à fait remarquable aujourd'hui, puisque Boris Johnson, en effet, va être Premier ministre. Alors je rappelle quand même, pour ceux qui n'auraient pas une très bonne connaissance des institutions britanniques, que Boris Johnson vient en fait d'être élu à la tête du Parti conservateur. C'est ça qui s'est passé au cours des derniers jours et donc que l'on a appris tout à l'heure, en fin de matinée, ce 23 juillet 2019. On a appris que donc les membres du Parti conservateur, à jour de cotisation, ont été amenés à choisir entre Boris Johnson, ancien Premier ministre des Affaires étrangères du gouvernement de Mme Theresa May et ancien maire de Londres. Il fallait le départager entre lui et Jeremy Hunt, qui était le deuxième ministre des Affaires étrangères de Mme Theresa May. Eh bien, les électeurs du seul parti conservateur se sont prononcés. Ils ont choisi avec 92 153 suffrages pour être précis. Ils ont voté pour Boris Johnson. Seulement 46 656 ont voté pour son rival, Jeremy Hunt, c'est-à-dire que Boris Johnson a eu 2/3 des voix. 2/3 des voix de qui? 2/3 des voix des membres du Parti conservateur. On est bien d'accord là-dessus. Donc ce qu'il faut bien comprendre sur les institutions britanniques, c'est qu'il n'y a pas eu d'élection générale. Il y a eu simplement au Royaume-Uni un système qui existe depuis très très longtemps, c'est que le Premier ministre, celui qui assure la réalité de l'exécutif sous l'autorité formelle et officielle du souverain, de la reine d'Angleterre en l'espèce, sous cette autorité, celui qui assure la réalité du pouvoir exécutif, c'est le Premier ministre. Or, le Premier ministre est toujours le chef du parti ayant la majorité, fût-elle une majorité relative, à la Chambre des communes, au Parlement britannique. Voilà. Donc, en fait, il n'y a pas eu des élections générales. On n'a pas demandé à l'ensemble de la population britannique de voter pour ou contre Boris Johnson. Ça s'est réduit à une affaire à l'intérieur du Parti conservateur. C'est néanmoins une affaire très importante. Pourquoi? Parce que, en réalité, il y avait deux visions de la suite des événements qui étaient représentées par les deux compétiteurs. Jeremy Hunt, qui avait succédé, je viens de le dire, à Boris Johnson lorsque Boris Johnson, Premier ministre des Affaires étrangères du gouvernement de Theresa May, avait démissionné. Si Boris Johnson avait démissionné à l'époque, c'est parce qu'il considérait que l'accord de Brexit auquel Mme Theresa May était parvenue avec les institutions européennes, notamment avec le négociateur Michel Barnier et toute la structure de Bruxelles, que cet accord n'était pas bon, n'était pas viable. Et donc il avait claqué la porte en estimant que c'était une trahison de ce que souhaitaient les électeurs. En revanche, Jeremy Hunt, lui, avait succédé à Boris Johnson, donc lui, il avait avalisé l'accord de Theresa May. En d'autres termes, les électeurs du Parti conservateur avaient à choisir entre soit Jeremy Hunt, qui eût été une Theresa May bis. Il avait d'ailleurs déjà fait savoir qu'il était favorable à reporter encore les négociations le Brexit qui devait avoir lieu le 29 mars, qui avait ensuite été reporté au 31 octobre de cette année, et M. Hunt avait annoncé qu'il reporterait ça encore plus loin. Boris Johnson, lui, en revanche, a toujours dit que s'il devenait Premier ministre, la date légale, parce qu'il y a une loi qui a été votée pour ça, la date butoir du 31 octobre, il la tiendrait coûte que coûte, quoi que cela puisse coûter et quoi qu'il puisse arriver, le Royaume-Uni sortira de l'Union européenne avant ou le 31 octobre 2019. Alors, c'est évidemment très très important ce qui est en train de se passer, parce que on peut gloser sur la personnalité de Boris Johnson. Beaucoup de médias britanniques et de médias internationaux, comme par hasard, ont tapé sur Boris Johnson, l'ont présenté comme un individu fantasque, mal coiffé, ça c'est sûr qu'il est mal coiffé, un individu fantasque qui a fait parfois des déclarations qui étaient limite racistes, tout ce genre de choses. Certains le comparent à Donald Trump. Enfin bon, bref, tout ce qu'on a pu entendre. Moi, ce que je vois en tout cas, c'est que s'il est ainsi brocardé dans les grands médias occidentaux et en particulier dans les grands médias français, c'est qu'il gêne terriblement parce que maintenant qu'il est élu, il va mettre en œuvre définitivement le Brexit. Ou alors, s'il ne le faisait pas,
si d'aventure, à son tour, il trahissait les électeurs, il faut jamais rien exclure, hein, dans la vie, tout peut arriver. Mais s'il faisait ça, à ce moment-là, c'est la mort du Parti conservateur. Le Parti conservateur qui est tombé à la 5e place des partis politiques britanniques lors des élections européennes, avec 9 petits %, alors que le parti du Brexit, créé par Nigel Farage quelques semaines auparavant, a caracolé à 34 ou 35 %, je ne me rappelle plus exactement. Si d'aventure Boris Johnson trahissait de nouveau les électeurs, à ce moment-là, le Parti conservateur, je pense, serait moribond, ou peut-être mourrait tout simplement. C'est dire que Boris Johnson n'a pas à l'esprit uniquement la contrainte juridique de la date du 31 octobre, il n'a pas uniquement à l'esprit la nécessité démocratique minimum de donner au peuple ce qu'il a voté, de répondre à la décision du peuple, il a aussi à l'esprit le sort même du parti politique auquel son nom est attaché désormais, le Parti conservateur, dont un vieux parti qui a plus de 2 siècles d'existence, et donc c'est de ça qu'il s'agit aussi. Alors ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que l'oligarchie a tout fait pour empêcher le Brexit d'avoir lieu. C'est ça que l'on peut mesurer maintenant avec le recul du temps. Rappelez-vous ce qui s'est passé. Le référendum sur le Brexit a eu lieu le 23 juin 2016. Et Mme Theresa May, qui a succédé à David Cameron dans les jours suivants, puisque elle était opposée avec elle avait une adversaire pour la finale, si j'ose dire, comme Boris Johnson avec Jeremy Hunt, sauf que son adversaire avait en fait jeté l'éponge, donc ça avait accéléré le processus de nomination de Mme Theresa May. Mais Mme Theresa May, normalement, enfin pour quelqu'un qui est démocrate, à partir du moment où il y a un score sans appel comme le référendum du 23 juin 2016 et qui se solde par 52 % de Britanniques votant pour le Brexit, normalement, Mme Theresa May, me semble-t-il, aurait dû lancer la procédure de sortie de l'Union européenne qui ne fonctionne que d'une seule façon du point de vue juridique, c'est le déclenchement de l'article 50 du traité de l'Union européenne. J'en ai suffisamment parlé, notamment pendant la campagne présidentielle, pendant la campagne législative et depuis lors. Eh bien, Mme Theresa May aurait dû lancer la procédure de l'article 50, c'est-à-dire envoyer une notification aux autres États de l'Union européenne, comme quoi, là, le Royaume-Uni avait décidé de sortir de l'Union européenne. Et normalement, Mme Theresa May aurait dû faire ça, peut-être pas le lendemain même du référendum, mais le temps d'organiser juridiquement les choses, d'organiser son nouveau gouvernement. Une semaine après, elle aurait dû l'envoyer. Ça n'est pas du tout ce qu'elle a fait. Elle a attendu 9 mois. Elle a attendu le mois de mars 2017 pour lancer la procédure de l'article 50. Alors déjà, pourquoi cette tergiversation ? On a beau dire oui, mais parce qu'ils s'étaient pas préparés, ils avaient jamais pensé que... C'est pas un argument démocratique. Qu'est-ce que ça signifie, ça ? Il y a justement... L'article 50 prévoit 2 ans de négociation. Donc dans 2 ans de négociation, on peut négocier, justement. J'en profite pour dire ici que, comme je l'avais dit pendant la campagne présidentielle, comme je l'ai redit pendant la campagne législative de 2017, et comme je le dis toujours depuis là, et comme je le confirme de nouveau aujourd'hui, si un jour nous arrivons au pouvoir en France... Si je suis élu président de la République en 2022, je n'attendrai pas 9 mois avant de lancer la procédure de l'article 50. Je ne ferai pas un référendum non plus, puisque j'aurais été élu sur ce programme. J'aurai la légitimité démocratique, et donc, dans les jours suivant l'installation à l'Élysée, il y a en général une dizaine de jours entre le président qui s'en va et le président qui arrive, eh bien, 10 jours après l'élection, le jour où le président s'en va et le nouveau président arrive, eh bien, nous lancerons la procédure de l'article 50 dans la quinzaine de jours suivant le 2e tour de l'élection présidentielle. Voilà. Alors, la première chose à dire, c'est que Mme Theresa May avait donc pour le moins tardé. 9 mois, c'est beaucoup. Ensuite, pendant 2 ans, donc elle a lancé la procédure de l'article 50 le 29 mars 2017, donc, et donc les 2 ans de négociation, qui est un délai maximum prévu par l'article 50, aboutissait au 29 mars 2019. Rappelez-vous, nous avons organisé le 29 mars 2019 justement une opération qui s'appelait la France libre de nouveau à Londres. On avait une grande manifestation, on a eu plus de 700 Français, dont la majorité des Français venus de France, il y avait également un certain nombre de nos adhérents du Royaume-Uni, qui étaient allés à Londres justement pour fêter le Brexit. Or, la fête a été douchée puisque finalement, Mme Theresa May a obtenu du Parlement de reporter cette date au 31 octobre prochain.
Avec le recul du temps, on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit que ce que j'avais dit d'ailleurs depuis plusieurs mois, même depuis plusieurs années, c'est que en fait, Madame Theresa May était, je l'ai comparée, je refais cette comparaison parce que je la trouve assez éclairante. Elle était comparable, vous savez, dans le livre d'Homère, un des plus anciens ouvrages, romans de l'histoire de l'humanité, il y a l'Iliade et l'Odyssée. Dans l'Odyssée, il y a Homère qui décrit le fait que Ulysse a fait tout un périple à l'intérieur de la Méditerranée, qui prend plusieurs années. Et pendant ce temps-là, dans son île d'Ithaque, dont il est le roi, eh bien, comme les gens pensent qu'il a disparu, sa femme Pénélope a promis de se marier avec l'un des prétendants, mais elle a dit « je me marierai lorsque j'aurai terminé la tapisserie que je suis actuellement en train de faire ». Et la rouerie de Pénélope, c'est que elle faisait semblant de tisser le jour, et la nuit, elle défaisait la tapisserie, toujours dans l'espoir que Ulysse arriverait. Si vous prenez cette image, vous avez compris ce qu'a fait Madame Theresa May pendant plus de 3 ans. Sous son air bonasse. En fait, elle a agi, elle et les 2 tiers du cabinet britannique, les 2 tiers des membres du gouvernement qui étaient anti-Brexit, ils ont agi de façon délibérée, en fait, en sous-main, pour torpiller ce qu'ils étaient censés négocier. On le sait d'ailleurs de façon certaine, puisque Martin Selmayr, qui est le secrétaire général de la Commission européenne, dont j'ai parlé dans un entretien d'actualité antérieur, l'entretien 78 alinéa 1. Martin Selmayr, qui d'ailleurs va quitter ses fonctions, il est passé à table il y a quelques jours et il a expliqué que justement il avait été sidéré de voir que les négociateurs britanniques, en fait, ne voulaient pas vraiment la sortie du Brexit. C'est normal, 2 tiers du gouvernement Madame Theresa May était anti-Brexit. Madame Theresa May, pendant 3 ans, donc ça fait plus de 3 ans, 26 juin maintenant, nous sommes fin juillet 2019, pendant 3 ans et 1 mois, et ça va durer jusqu'au mois d'octobre, pendant donc plus de 3 ans et 6 mois, on aura attendu, et Madame Theresa May défaisait ou torpillait en sous-main ce qu'elle était censée négocier. Ça prête d'ailleurs à plusieurs réflexions. La première réflexion, c'est que ça n'est pas normal en démocratie qu'un référendum ne soit pas suivi des faits dans les mois qui suivent. Il n'est pas normal qu'au bout de 3 ans et 1 mois, les Britanniques attendent toujours que soit mis en œuvre, et concrètement, le vote du référendum de 2016. C'est d'ailleurs là-dessus que s'est fait élire Boris Johnson. Il a dit qu'il allait deliver, comme on dit en anglais, c'est-à-dire mettre en œuvre concrètement le Brexit le 31 octobre. Ça prête donc à analyse pour ce qui nous concerne, quand nous serons concernés pour la sortie de la France, pour le Frexit. Nous mettrons en œuvre l'article 50, parce que c'est nécessaire d'un point de vue juridique, mais ensuite nous accélérerons les discussions, et si au bout des 2 ans fatidiques, nous ne sommes pas parvenus à un accord, eh bien nous sortirons de plein droit. Rien ne nous empêche d'ailleurs de sortir de plein droit plus tôt. Parce que ce que nous ferons également, c'est que nous utiliserons une arme qui est l'arme financière, puisque la France est contributrice nette de façon très importante à l'Union européenne, et nous dirons aux eurocrates de Bruxelles que si d'aventure ils ne veulent pas accélérer les négociations, si d'aventure ils ne font pas un accord de sortie qui nous soit mutuellement favorable, eh bien à ce moment-là, nous arrêterons de leur verser des fonds. Parce que les fonds, le montant des fonds n'est pas un accord contractuel en termes de droit international. C'est un accord qui est trouvé entre les États, mais il n'y a pas de traité qui fixe le montant des fonds que doit verser la France. Eh bien, si vous reprenez l'exemple britannique, Madame Theresa May s'est toujours refusée à annoncer cela. Elle a tout de suite dit oui, je vais vous payer les 39 milliards de livres sterling que nous vous devons, en fait, qu'ils ne doivent pas du tout. C'est simplement les engagements financiers qui avaient été pris par son prédécesseur David Cameron. Et elle a donc dit, bon, je vous donne les 39 milliards d'euros de livres sterling, ce qui doit faire quelque chose comme au moins 41 milliards d'euros. Passons à un autre sujet. Non. Boris Johnson, lui, il a dit, attention, hein, si vous ne voulez pas renégocier le traité la sortie de l'accord de sortie comme vous l'avez refusé à Madame Theresa May, eh bien nous sortirons sans accord le 31 octobre et les 40 milliards d'euros, eh bien vous pourrez en faire votre deuil. Nous ne les verserons pas. C'est-à-dire que Boris Johnson commence déjà à utiliser l'arme financière. Donc la première chose qu'il faut retenir de ça, c'est que nous, lorsque ça sera nos affaires, nous fixerons une date butoir grand maximum de 2 ans et si possible avant.
Il y a une deuxième chose qu'il faut retenir, c'est que effectivement, les élites euro-atlantistes sont extrêmement embêtées par toute cette affaire. Pourquoi est-ce qu'ils se passent leur temps à dénigrer Boris Johnson? Bien sûr que Boris Johnson, c'est un homme qui a des positions qui ne correspondent pas, par exemple, forcément à celles de l'UPR. Mais Boris Johnson, il a un mérite, du moins aujourd'hui, c'est qu'il a pris un engagement ferme et définitif de faire sortir le Royaume-Uni de l'Union européenne, point barre. Et c'est ça le problème pour les élites euro-atlantistes, parce qu'elles craignent par-dessus tout que le Royaume-Uni sorte de l'Union européenne. Ils craignent par-dessus tout que dans les semaines, les mois, les semestres qui suivent, on s'aperçoive que non seulement le Royaume-Uni ne sombre pas dans le désastre, mais qu'au contraire, il connaît une renaissance dans tous les domaines, en matière économique, en matière diplomatique, en matière militaire, en matière internationale, en matière sociale, en matière de services publics, en matière de renationalisation de services publics, parce qu'ils ont déjà commencé à le faire. Et c'est ça qui fait très très peur à l'oligarchie, qui a peur de l'effet d'exemplarité que cela peut avoir sur les autres peuples d'Europe. Bien sûr, pour nous, c'est évidemment tout bénéfice, puisque la pire des choses eût été que Jeremy Hunt fût élu. Parce que si Jeremy Hunt avait été élu, il avait laissé entendre qu'il renégocierait la date du 31 octobre. Et l'on a appris également ces jours-ci, toujours par des indiscrétions venues de Bruxelles, que le même Martin Selmayr dont je parlais tout à l'heure a organisé avec les négociateurs britanniques à l'été 2018 un déjeuner confidentiel, déjeuner dans lequel il avait proposé aux négociateurs britanniques de mettre au réfrigérateur, de mettre sous le boisseau, comme on dirait en bon français, les négociations du Brexit pendant 5 ans. C'est-à-dire que ce technocrate, M. Selmayr, qui va quitter ses fonctions parce qu'il s'est brouillé avec la nouvelle présidente de la Commission européenne, Mme von der Leyen, pour d'autres sujets, ce technocrate, en fait, conseillait aux négociateurs britanniques tout simplement de duper la souveraineté nationale britannique, duper les 52% de Britanniques qui avaient voté pour le Brexit, en prévoyant un système qui, pendant 5 ans, on aurait mis ça de côté, on aurait passé à d'autres choses. L'objectif, c'était quoi? L'objectif, c'est que, évidemment, les populations, par lassitude, auraient fini par faire leur deuil en se disant tant pis, on l'aura pas. On a donc affaire ici à quelque chose d'exceptionnellement grave. La politique menée par la Commission européenne visant à reporter sans cesse à plus tard la sortie effective. D'ailleurs, Mme Merkel l'a dit il y a quelques jours, elle était favorable à un nouveau report. Cette politique, en fait, est une politique très exactement dictatoriale. Elle consiste à ne pas, évidemment, dire de front aux Britanniques, votre référendum, vous savez où on le met au panier. Non, elle consiste à plier les chines. Oui, on va le faire. Et ne rien faire en espérant que les gens se lasseront. C'est la raison pour laquelle, quel que soit ce que l'on peut reprocher à Boris Johnson, la raison pour laquelle il faut se féliciter, se réjouir aujourd'hui du fait que Boris Johnson devienne Premier ministre. Si d'aventure il trahit les électeurs, à ce moment-là, je le disais tout à l'heure, le Parti conservateur sera détruit. Aux prochaines élections nationales, c'est certain. Mais le pire n'est jamais sûr dans la vie. Il peut aussi, et la fonction crée l'organe, comme le dit le dicton, il peut aussi, lui qui est un grand admirateur de Winston Churchill, il a fait d'ailleurs il rédigeait une biographie de Winston Churchill, il peut, dans ses fonctions, prendre toute la dimension d'un homme d'État et d'un seul coup laisser sa marque dans l'histoire du Royaume-Uni, mais pas seulement du Royaume-Uni, la marque dans l'histoire de l'Europe et même l'histoire du monde, comme c'est arrivé tout au long de l'histoire britannique. On disait de Winston Churchill, lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 1940, on disait aussi de lui que c'était un type fantasque, qui fumait des gros cigares, qui était ventripotent, qui ci, qui ça, qui était un peu original, comme le sont parfois les aristocrates britanniques. Tout ça, on l'a dit de Churchill. Sauf que lorsque Churchill est arrivé au pouvoir, avec d'ailleurs, il y avait des gens qui tiraient dans son gouvernement, qui lui tiraient dans les pattes au début. Il y avait notamment le ministre des Affaires étrangères de Churchill au tout début du premier gouvernement de Churchill, Lord Halifax, qui était en fait tout à fait favorable à des négociations avec Hitler. Il était tout à fait dans la lignée de Chamberlain et dans les négociations comme à Munich en 1938. Et quand Churchill était Premier ministre, il avait un ministre des Affaires étrangères, Lord Halifax, qui continuait à négocier en sous-main avec Adolf Hitler. Il faut le savoir, tout ça. Ce sont des choses. Mais, l'histoire a fait que tout le monde a oublié Lord Halifax.
En revanche, le monde entier connaît Winston Churchill parce que Winston Churchill, si l'on peut dire, a été transcendé par le personnage politique qu'il a dû revêtir. Il est devenu le symbole même de la résistance à la dictature venue du continent. Eh bien, je pense qu'il y a une possibilité, je n'en suis pas sûr, mais je pense que malgré toutes les frasques qu'on reproche à Boris Johnson, malgré son originalité, comme on reprochait à Churchill d'être original, peut-être que Boris Johnson, qui a pour modèle Winston Churchill, qui a écrit une biographie de Churchill, peut-être, et il faut l'espérer, il va être le nouveau Churchill, celui qui va prendre conscience que la liberté, la souveraineté, l'indépendance des Britanniques, qui sont un peuple insulaire, il ne faut jamais l'oublier, c'est extrêmement important, que ce peuple britannique a créé une nation à nul autre pareil depuis plus d'un millénaire, et bien que maintenant c'est à lui qu'il appartient, que le destin lui a fixé à lui le rôle d'être le nouveau Churchill, celui qui va en effet faire sortir le Royaume-Uni de l'Union européenne. De ce que je crois savoir, le Parlement, même s'il est truffé d'anti-Brexit, de Remainers, n'aura pas vraiment les moyens de s'y opposer. J'insiste sur le fait que le 31 octobre, c'est très bientôt. Nous sommes déjà pratiquement au début du mois d'août. Au mois de juillet, août, début septembre, le Parlement britannique est en congé. Il va donc rester en fait les mois de septembre et octobre pour même pas 2 mois pour aboutir à un nouvel accord. Au moment même où l'on a appris, je crois, de M. Timmermans à la Commission européenne que de toute façon il était hors de question de renégocier le traité, l'accord de sortie qui avait été négocié avec Mme Theresa May. En d'autres termes, aujourd'hui, ce soir, 23 juillet, alors que Boris Johnson sera officiellement Premier ministre lorsqu'il se présentera à la Reine demain à Buckingham Palace le 24 juillet 2019, ce soir, des informations qui nous parviennent de Londres, en particulier par notre correspondant de l'UPR, Dimitri Devim, qui est en contact étroit avec des responsables à Westminster, les gens anticipent raisonnablement qu'on va très probablement avoir une sortie le 31 octobre sans accord. C'est d'ailleurs la loi qui le prévoit. Et si aucune des deux parties ne bouge, eh bien, le Royaume-Uni sortira le 31 octobre, selon toute probabilité. Voilà ce qu'il faut dire. C'est évidemment une date à marquer d'une pierre blanche aujourd'hui, a fortiori si ça a bien lieu le 31 octobre, parce que qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Eh bien, il va se passer que toute la propagande imposée aux autres peuples d'Europe, et en particulier à la France, va s'effondrer. Dans les grands médias français, on va arrêter. On a déjà pas mal. Ils ont déjà mis quand même sacrément le ralenti sur les critiques faites à l'UPR et à moi-même par rapport à la présidentielle. On ne nous considère plus vraiment comme des farfelus. Ils essaient encore de nous le faire croire, des extrémistes. Bon, on le dit plus vraiment. Maintenant, la politique, c'est surtout de nous cacher. Mais nous sommes le parti du Frexit. Ce que dit Boris Johnson, c'est ce que je dis moi depuis des années, du moins s'agissant des questions européennes. Notre programme, par ailleurs, est différent, bien sûr, de celui de Boris Johnson, puisque lui, c'est un programme marqué nettement à droite, alors que vous savez que l'UPR a un programme qui est au-dessus du clivage droite-gauche et qui veut redonner vie au Conseil national de la résistance. Mais lorsque je vois ce soir que Emmanuel Macron s'est fendu d'un télégramme de félicitations à Boris Johnson pour son arrivée au poste de Premier ministre britannique, eh bien je me dis que la logique des choses veut qu'au cours des semaines, des mois, et peut-être des années qui viennent, eh bien le parti du Frexit, l'UPR, ait davantage la voix à la parole et soit d'autant plus et d'autant mieux perçu par la population française que les nouvelles venues du Royaume-Uni seront des nouvelles qui seront bonnes et qui démentiront toutes les prophéties d'Apocalypse. C'est aujourd'hui une grande chose que d'être parvenu à cette élection de Boris Johnson.